Salam alaikum tout le monde. Je vais régler le son. D'accord. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai envoyé parce qu'il n'y avait pas de connexion euh, à l'université, donc je vais envoyer l'invitation un peu en retard. Donc, comme d'habitude, معلش بس ها عاود ولات. Donc, désolé, je vais essayer de reprendre donc le son. Bien. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, bon, donc comme je viens de le préciser, nous allons donc continuer sur la présentation de l'utilisation de l'interface Simulink. Et ensuite, nous allons donner donc quelques exemples d'utilisation de Simulink enfin, pour résoudre, si vous voulez, des équations qui sont données sous forme analytique. Elles seront donc résolues de façon numérique en utilisant l'interface MATLAB Simulink. Mais avant, bon, malheureusement, il y a deux remarques. La première remarque, c'est que, bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de participants. Donc là, j'ai envoyé normalement pour l'ensemble, enfin, normalement les deux sections. J'espère le message est correct, hein. Allez, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, bon, ce matin, bon, pour les remarques, enfin, les remarques concernant l'utilisation de MATLAB, c'est-à-dire la manipulation, enfin, la prise en main du logiciel MATLAB. Bon, ce que j'ai répondu, bon, ça n'a pas été, c'était une remarque, question générale, qui n'est pas destinée, donc qui n'a pas un rapport direct avec le déroulement de ce module. Mais en fait, ça concernait en fait les connaissances générales de MATLAB, de l'utilisation de MATLAB. Donc là, j'ai appelé MATLAB, c'est juste pour donner un exemple, hein. C'est-à-dire que, bon, j'avais répondu, c'est que la mission de ce module, ce n'est pas de faire en fait une initiation au logiciel MATLAB. Parce que les années précédentes, dans les modules de deuxième année et même de première année que je compte, bon, je n'ai pas vraiment le détail, mais je suppose que au niveau de la programmation, etc., il savent pertinemment que les étudiants auront besoin d'utiliser MATLAB dans leur parcours. Et donc, c'était tout à fait normal que les étudiants aient au moins quelques notions de MATLAB, hein, d'accord. Donc là, les années précédentes, je ne faisais pas de présentation à proprement parler sur l'initiation au logiciel MATLAB. Donc, on passe directement à la simulation, à la modélisation, comment procéder, que veut dire une simulation, comment manipuler, enfin, tout ce qui tourne autour euh, des processus de simulation. Donc là, c'est vraiment une vue orientée différemment Monsieur, par rapport à ce qui est demandé. monsieur, Oui, Anna, oui. si on utilise Simulink, ما نسحقوش مطلب فريمون نعرفوا مطلب. Non, 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 c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, Le fait de
non, non, le fait de résoudre un On problème, n'a pas d'écrire donc un script sur MATLAB, c'est dans une optique bien déterminée. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un programme avec des boucles, avec des tests, avec des arrêts, avec des appels de fonctions, avec des appels de toolbox, c'est-à-dire des boîtes à outils spécialisées, etc. Et vous restez toujours sous l'environnement MATLAB. MATLAB va effectuer l'ensemble enfin, des instructions que, que vous aurez fait, et donc les résultats seront des résultats de type MATLAB. Maintenant, Simulink, c'est autre chose. Simulink, c'est vrai, il a été développé sous MATLAB, mais ce sont en fait ce sont en fait des résolutions euh, qui, qui vous donnent des résultats en fonction du temps. Donc, c'est vrai. Oui, donc ce n'est pas, c'est orienté, c'est parce que chaque interface, elle a une fonction bien déterminée. Donc, on ne peut pas, disons, euh, par exemple, pourquoi? Parce il y a par exemple des résolutions. syntaxe there. Oui, il y a par exemple, une méthode mathématique. Donc là, quelque chose qu'on a appris dans les modules de mathématiques. Donc, il y a une méthode de résolution des problèmes donnés. Cette méthode de résolution des problèmes donnés en mathématiques, par exemple, l'optimisation, la résolution, une équation différentielle ou n'importe quel problème, donc, est programmée à l'aide d'instructions de MATLAB. D'accord? Donc, on peut aller directement appeler cette fonction sans avoir à la programmer. C'est ça l'avantage de MATLAB, en fait, hein. Donc, si par exemple, là, vous avez donc les toolbox que vous avez ici, elles sont là, d'accord? Toolbox. Donc, chacune est, voilà. Donc là, c'est la présentation, etc. Par exemple, ici, c'est pour Curve Fitting Toolbox. Ça veut dire que c'est l'approximation de fonctions, OK? L'approximation de fonctions. Donc, c'est toute une toolbox. Donc, voilà, donc il y a un fichier, etc. Vous avez des exemples, OK? Et donc, il y a des instructions à partir desquelles, quand vous allez les utiliser, donc les résultats, en fait, c'est dans l'optique par exemple, de faire une approximation d'une fonction donnée, d'une courbe donnée, d'accord? Donc là, là, par exemple, vous n'allez pas la trouver directement dans Simulink, qui est orienté différemment. Vous voyez? Donc là, c'est pour la base donnée, par exemple, la base donnée. Donc, il y a vraiment des fonctions qui sont orientées vers l'utilisation, vers l'exploitation des bases données. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment la même chose, hein. Et d'autres toolbox, c'est-à-dire des boîtes à outils, comme ici la boîte à outils d'optimisation. Là, c'est pour le calcul parallèle. Il y a donc la résolution des équations différentielles partielles, d'accord, qui s'applique donc à l'ensemble des domaines de la physique. Mais là, vous avez, par exemple, si vous êtes en hydraulique, en électrotechnique, etc., vous avez des équations différentielles partielles. Donc, selon le domaine où on est, nous avons un problème à résoudre. Et donc, on va définir le domaine, les équations et les valeurs. D'accord? Une fois que le problème a été bien défini, bien, il y a des fonctions qui sont donc répertoriées dans le help, c'est-à-dire dans la présentation de cette toolbox, de cette boîte à outils. Et donc, on va exploiter cette boîte à outils avec les données qui sont demandées par cette boîte à outils, et MATLAB va se charger, à l'aide de cette boîte à outils, de résoudre donc le problème que vous êtes en train d'analyser. D'accord? Donc, voilà, donc, ce sont des fonctions qui peuvent aller rapidement vers la résolution des problèmes donnés, sans avoir à programmer la totalité de la méthode mathématique de résolution des problèmes donnés. Et donc, MATLAB, effectivement, c'est un avantage à partir du moment où vous avez des toolbox euh, qui sont, euh, qui sont déjà prêtes à l'emploi. Voilà, par exemple, ici, vous avez voilà, la méthode Spline, c'est pour l'approximation aussi. Voilà, donc là, c'est pour donc
Donc là, c'est pour faire, par exemple, spreadsheet, link, c'est pour donc, faire donc, des liaisons avec des tableurs, ok, de type Excel, etc., etc. Là, vous avez aussi une toolbox, donc le calcul symbolique. Donc, au niveau du calcul symbolique, c'est que MATLAB va résoudre analytiquement donc, une équation donnée. Donc, si on prend, voilà, tout simplement, donc il faut rentrer dans la boîte à outils du calcul symbolique. Donc, voilà, écrire une équation en X et en Y, d'accord? Et le fait voilà, d'utiliser une instruction du type intégrale, dérivée, donc dans cette boîte à outils, il est possible que MATLAB puisse vous écrire sous un format donné l'expression analytique de l'intégrale ou de la dérivée. D'accord? Si l'expression est trop longue, il y a une autre instruction qui vous permet de simplifier. D'accord? Donc, au lieu de dériver une fonction analytiquement, MATLAB peut faire ce travail à votre place, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant quand même. Ensuite, on trouve l'interface Simulink avec des diverses. Il ne faut pas oublier que cette version, elle est relativement ancienne, d'accord? Donc, vous avez l'interface Simulink avec sa bibliothèque générale. Et ensuite, vous avez donc voilà, donc des interfaces qui travaillent, qui sont donc qui tournent autour de sous Simulink, OK? Et donc, bon, comme ici, Sim électronique, c'est voilà, donc c'est beaucoup plus électrique, on va dire, orienté vers l'électronique, etc. Donc, voilà. Donc, si quelque chose existe, ça veut dire qu'il est possible de l'utiliser, comme ici, donc Design Optimization sous Simulink. Donc là, celui qui a un besoin dans ce sens, il peut donc utiliser cette interface sous Simulink, etc. Mais nous, comme nous avons donc un cadre de travail, donc dans ce cadre de travail, donc hormis le fait que je ne fais pas d'initiation au logiciel de MATLAB, j'estime que ce n'est pas ma mission de ce module. Nous sommes beaucoup plus utilisateurs, donc on va attaquer donc les connaissances à partir d'un certain niveau. Donc, une fois que MATLAB a été donc, euh, plus ou moins maîtrisé, donc on passe à l'interface Simulink qui nous permet justement d'effectuer des travaux, donc des analyses sous forme de simulation. Donc là, c'est Simulink en général, ok, comme ici par exemple. Voilà, donc Simulink, etc. Ensuite, vous avez euh, donc des interfaces. La seule interface qui sera utilisée dans ce module, c'est l'interface dédiée à l'électrotechnique qui s'appelle C Power System. Donc, avec sa bibliothèque, donc nous allons exploiter voilà, quelques éléments de cette bibliothèque afin d'effectuer des simulations, ou bien aller directement attaquer des exemples. Même un exemple va demander une lecture. Donc, voilà, donc une présentation. Donc il y a une présentation, il y a une lecture, il y a des conditions de simulation, il y a des résultats qui sont attendus, est-ce que les résultats sont bons ou non? D'accord. Juste à titre d'exemple, déjà, il faut se casser un peu la tête. Maintenant, il y a aussi l'interface Simscape qui, à partir de l'année 2000, donc 2000, 2012, donc cette interface-là va regrouper en fait l'ensemble, voilà, donc c'est avec la bibliothèque ici, l'interface C Power System, elle est intégrée dans l'interface Simscape qui prend en charge l'ensemble des domaines physiques. Et donc, Simscape, on va le voir en deuxième partie, comme je l'ai dit, va en fait va nous permettre d'effectuer des simulations multiphysiques. C'est-à-dire qu'il sera possible à partir de 2012, etc., voilà, et à l'aide de donc, l'interface Simscape, d'effectuer une simulation où dans un modèle, donc dans une simulation donnée, on peut, on peut associer, c'est ça l'avantage, on peut associer des éléments du type électrotechnique avec des éléments du type mécanique qui sont reliés ensemble, avec des éléments qui sont du type hydraulique, électronique, etc. Donc on peut au final simuler, approcher un modèle réel dans lequel coexistent, d'accord, donc des phénomènes qui sont à la fois électriques, électroniques,
hydraulique, etc. Donc, en fait, c'est comme si vous avez simulé le système tel qu'il se présente réellement. Donc là, c'est un avantage. À partir du moment où vous allez intégrer, vous n'allez pas effectuer des simulations uniquement dans la partie électrique ou bien uniquement dans la partie mécanique, mais en fait, ou hydraulique, ou thermique, mais en fait, il est possible, à partir de l'interface Simscape, d'associer donc l'ensemble des éléments. Il faut avoir les valeurs, bien sûr, et le modèle. Chaque type de domaine physique, d'accord, pour avoir toutes les valeurs et tous les modèles. Et il est possible donc de les associer. Et Simscape va donc procéder à la simulation de l'ensemble. D'accord? Et donc, finalement, bon, c'est quand même un outil assez puissant à partir du moment où vous pouvez simuler, par exemple, je ne sais pas moi, le chauffage d'une pièce, voilà, avec des éléments physiques. On peut, par exemple, simuler un moteur à courant continu avec un réducteur mécanique, avec voilà, donc les vitesses, etc. Donc tout ça, c'est, voilà. Donc, c'est un avantage à partir du moment où nous avons des résultats qui sont proches de la réalité. Donc là, j'enlève mon help, hein, j'enlève mon help parce que, donc, comme je viens de le dire, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas beaucoup de participants. En fait, même si je fais une présentation sur MATLAB, parce que le problème qui va se, enfin, le problème, la question qui a été posée, c'est qu'il est possible que en licence ou bien même en master, quand vous allez en master, les gens n'ont pas le temps de vous présenter une introduction, une initiation à MATLAB. D'accord? Donc, c'est un peu dommage parce que les étudiants ne montrent pas d'intérêt, apparemment. C'est vrai que dans le temps, avant l'apparition des ordinateurs portables, les gens apprenaient eux-mêmes. Voilà, donc il fallait aller à la bibliothèque, voilà, apprendre, écrire, etc. Mais là, avec le développement des moyens de communication, les étudiants ont raté un peu le rendez-vous, hein. Donc là, il faut exploiter. Là, il y a beaucoup d'étudiants. Même si je décide de faire une initiation en MATLAB, apparemment, il n'y a personne qui s'intéresse. Et en plus, j'avais posé le problème, c'est que l'initiation en MATLAB, c'est un cadre, wahdo, il est seul, hein. Parce que les help de MATLAB, c'est 400 pages, c'est 1000 pages. D'accord? C'est très vaste, شو hein. كاين On فيديو في يوتيوب يعلموا في peut مطلب pas apprendre, hein. شو كاين دي فيديو في يوتيوب يعلموك لي باس تاع المطلب Oui, oui, mais voilà, c'est ça. Bon, bon, comme généralement, quand on fait, même pour un autre logiciel, pour apprendre vite, s'il y a des vidéos, ben, tout simplement, il faut voilà. C'est-à-dire, il faut les tester, il faut كوبي avoir MATLAB, ما de تفهم معاه préférence, مسكين il faut avoir un PC. Voilà. كوبي Oui, كولي واش هو يدير في Yahya. الفيديو تفهم معاه بالعقل Oui, oui. C'est-à-dire, voilà, la vidéo avec, de préférence, avec une version moyenne de MATLAB et prendre l'exemple et de l'essayer. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'expérimentation. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que d'apprendre par expérience sur le logiciel. OK? Comment, par exemple, là, j'ai un programme, il fait combien? Bon, ça, c'est un travail personnel, hein. Bon, ça n'a rien à voir. Bon, c'est des petites instructions, hein, qui se répètent des fois. Donc, il ne faut pas voir qu'il y a 200 lignes. Des fois, ça se répète, hein, donc c'est pas. Mais disons que il suffit que, voilà, donc il suffit que, par exemple, ici, je rate, là, il n'y a pas de matrice, mais j'avais un programme où j'ai transposé une matrice qu'il ne fallait pas. Donc, il ne fallait pas transposer une matrice. D'accord? Et donc, ça m'a pris 2 mois de recherche d'erreur. D'accord? Parce que je ne savais pas je savais pas l'origine de l'erreur. Donc, il fallait prendre le programme depuis le début et ensuite placer des mouchards. Les mouchards, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous êtes sûr que le programme est bon, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on utilise l'instruction pause. OK? Donc, j'utilise l'instruction pause, ce qui permet d'arrêter le programme et d'analyser le comportement, d'afficher la variable. Donc, en fonction, voilà, j'écris pause, etc. Bon, pause, bon, voilà. Et donc, j'exécute à chaque fois. Donc, je fais des dizaines de fois l'exécution jusqu'à ce que je trouve l'origine de l'erreur. OK? La cause de l'erreur et je rectifie. D'accord? Donc ça, c'est par expérience qu'on apprend ça, hein, ok? C'est par expérience, on fait des mouchards
c'est-à-dire on affiche des variables, on calcule la racine carrée, le carré, etc. ماشي ميم لي pour كومونتير pouvoir à مليح ce نديرو que بزاف لي كومونتير باش على les- زعما اموا ولا les- نفهموا وشكون كتبوا. parce que si vous, voilà, par exemple, comme ici, c'est un commentaire, oui. Parce que si vous prenez votre programme un mois plus tard, vous ما allez عمرنا oublier كومونتير. quand vous avez fait voilà. Donc là, il faut vérifier, il faut être à l'aise, il faut se concentrer pour pouvoir taper le programme. Donc, taper le programme et ensuite l'enregistrer. Donc là, je disais que, bon, ça c'est juste un exemple. Mais en fait c'est l'expérimentation. Donc il faut se poser un problème et ensuite donc écrire le script. Le script, c'est le programme, hein, d'accord? Le script. Donc c'est le jeu d'instructions que vous avez donc écrit, donc tapé sur le programme, sauvegardé, etc. En utilisant les boucles, les instructions qui sont comprises par MATLAB. Ensuite, exécuter et voir le résultat. Voilà. Donc, bien. Donc là, c'est en fait. Alors, donc, ça, c'était beaucoup plus pour MATLAB, hein. Donc là, j'ai perdu pratiquement. Alors, pour appeler Simulink, donc je sais que peut-être la plupart n'ont pas encore utilisé, mais vous serez obligé de l'utiliser dans les TP de réseau et autres modules. Donc là, pour cette version, c'est à peu près la même chose pour les autres versions. Donc là, dans le menu, il faut chercher Simulink. Donc là, il faut cliquer, comme on l'a fait la dernière fois. Ensuite, donc la Simulink, fenêtre donc, de Simulink général, c'est-à-dire contenant le bloc, de l'ensemble des blocs appartenant à Simulink, va s'afficher. Et ensuite, voilà, comme ici, donc vous avez voilà, l'ensemble des blocs qui vont s'afficher, donc chacune Monsieur, avec, oui, avec le domaine bien سي spécifique. لو كان عبزو لو كان عبزو كومبيلر سيميليك اون ميم طون يبلوكي Donc, dans Simulink, نو سيميليك لونسو فيه ان سيميلاسيون وفي مطلب نكومبيلي ان كود اسكو يمشي euh, non, il faut sauvegarder le fichier sous un code, hein, un fichier, voilà. J'ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire, il faut, اه وي سي بون سي donc là, par exemple, d'accord, pour pouvoir, il y a aussi, si un modèle est déjà fait, on peut, bon, s'il est suffisamment sûr, donc là, vous avez les différentes versions de Simulink, en fait. Euh, voilà, donc export to web, voilà, donc là, c'est le nouveau modèle. Normalement, on ne peut sauvegarder que sur Simulink, mais on peut, s'il y a le modèle, il existe dans la directory, dans le répertoire, on peut, s'il fonctionne correctement, puisque vous n'allez pas voir le travail que fait Simulink. Donc, si vous êtes un débutant, il vaut mieux aller dans Simulink, ok, ouvrir le modèle, comme la dernière fois, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, peut-être celui que j'ai déjà utilisé. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est des exemples. Voilà, par exemple, etc. Bon, donc ensuite, voilà, donc exécuter, le, voilà, le sauvegarder, donc, Symfony. Donc les différentes versions antérieures de Symfony. Ensuite, مسيو سي si vous avez donc ce circuit, مسيو جي اسي باش نلقى هذاك الموديل تاع ان سور ار في المطلب تاعي في السيميليك تاعي بصح ما لقيتوش باش نسيي سيركوي ار ال سي. le circuit RLC,
1 sur R, c'est le gain. انسيركوي هذا ار Ça, سي ار c'est سي la boîte à outils gain. RC. لو كان RC, oui. Vous avez essayé. باسكو سي مينو RC. تاعي جي عندي تريونغل وحده ماشي مكتوب فيه كار داخل. Non, il faut cliquer 2 fois sur le. هكذا كيما هكذاك وي. Non, K, K, c'est une constante. D'accord. Ça dépend. Comme ici, c'est voilà, c'est une valeur à l'intérieur, hein. C'est une valeur à l'intérieur. ما كتكبرها تبان الفالور. Voilà, c'est ça. Il faut cliquer 2 fois ميرسي. pour afficher la valeur. Ah, bah, c'est tout. Ça, c'est juste le gain. Alors, le gain, je vous ai dit, le gain, par exemple, ce gain-là, donc en fait, le signal qui est à l'entrée sera multiplié par la valeur qu'il y a à l'intérieur, qui a été donc introduite à l'intérieur de la fenêtre du gain donc le bloc du gain. D'accord. Et donc, à la sortie, on aura le signal d'entrée fois la valeur du gain égale le signal de sortie. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Aussi, سامبل pour تايم موزر le. سي كوا مسيو؟ Dans quel. Ici. وي هاولي Ici, وي. simple time, c'est-à-dire ici, c'est avec laquelle c'est. Alors, simple time égale -1. Bon, généralement, il y a beaucoup de blocs, on trouve cette option avec la valeur -1. Avec -1 for inherited. C'est-à-dire que si vous ne donnez aucune valeur ici, simple time, c'est le temps d'échantillonnage. Si par exemple dans une source, il y a eu un temps d'échantillonnage qui a été spécifié, eh bien, ce temps d'échantillonnage sera pris en compte dans la valeur avec le, voilà, donc avec la fonction du gain. Donc, le gain va travailler avec ce temps d'échantillonnage. OK? Inherited, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer. OK? Qu'il ne va pas changer, qui ne va pas changer le temps d'échantillonnage qui a été précisé dans une source auparavant, bien dans le modèle en général. OK? Maintenant, si il n'y a pas eu de spécification, par exemple ailleurs, on peut y venir ici et voilà, et s'amuser à dire, voilà, mon temps d'échantillonnage, hein, si en fait c'est 1, 2, moins 4, c'est-à-dire 10 puissance moins 4 secondes. OK? Et donc, heu et donc lui, il va essayer à toutes les 10 puissance moins 4 secondes, il va essayer de faire la multiplication. OK. Là, c'est une condition de précision, en fait, hein, c'est tout. Là, peut-être, heu il faut voir dans les exemples côté source. D'accord? Je prends juste une minute et donc ici, bon, comme ici, d'accord? Donc là, inherited, c'est-à-dire que le bloc ne change pas l'option du temps d'échantillonnage. Par exemple, si vous avez une source, donc là, je vais peut-être aller dans source. Je vais prendre par exemple une sinusoïde parce qu'il y a une variation. Plus simple, c'est de prendre une sinusoïde. Donc, par exemple, ici, une simulation effectuée entre 0 et 0,2
secondes. Alors, entre 0 et 0,2, c'est-à-dire qu'il faut supposer ici que le système va fonctionner entre 0 et 0,2 secondes, c'est-à-dire 200 millisecondes. Attends, c'est ce qu'on appelle le simulation time, le temps de simulation. C'est l'intervalle total. Maintenant, dans cet intervalle total, il va être bien sûr pris en compte. Maintenant, lorsqu'on prend par exemple un bloc du type source, par exemple comme celui-là, donc il va donner, c'est une source, c'est un signal qui va être généré par le logiciel Simulink. Et là, nous avons le sample time. Sample time ici, c'est 0. 0, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que en fait, c'est Simulink qui va en fait découper l'intervalle entre 0 et 0,2 secondes en plusieurs intervalles pour assurer à la fois la rapidité et la précision des calculs. La rapidité et la précision des résultats. OK? Bon, maintenant, si les Donc, monsieur, résultats ne donc, sont monsieur, pas vraiment précis, donc on prend 0. لو Donc كنديرهم on laisse le choix. Donc, simple time 0 0 1 تما c'est 0. يصرى دو فوا Non, non, si c'est 0, c'est par défaut. و 0 1 لو كندير 0 1 واش يصرى monsieur 0,1, 0,1, c'est-à-dire ici, 0,1, si vous faites 0,1, c'est comme si vous êtes en train de faire une erreur. Vous n'allez pas prendre 0,1. Parce que si vous prenez 0,1, Sibyllic va faire deux valeurs. Il va faire 0,1, 0, 0 آه. et 0,1. 0,2, mais délage, même pas. Donc vous avez deux valeurs. Vous allez tracer une courbe avec deux points. C'est vraiment pas intéressant. Maintenant, ce qu'il faut Oui, faire dans le domaine électrotechnique, pour des circuits courants, des machines, transfo, voilà, etc. Mais pour des écoulements hydrauliques ou la température, bon, etc. Bon, ça dépend, c'est à vous de voir. Selon l'intervalle ici de simulation, il faut prendre par exemple un temps d'échantillonnage au moins, par exemple, 10 puissance moins 3. C'est-à-dire il va générer un point toutes les millisecondes pour construire la sinusoïde. Sinon, toutes les millisecondes. Sinon, si vous mettez un 10 puissance moins 4, il va générer donc il va générer donc un point toutes les dixièmes de millisecondes. OK? Ça veut dire ici que au lieu d'avoir une sinusoïde qui est un peu déformée, vous allez avoir une belle courbe. OK? Alors ici, vous avez choisi le sample time. OK? Je mets par exemple OK. Donc déjà ici, on voit bien que ça veut dire que vous avez spécifié le temps d'échantillonnage. C'est pour ça qu'elle a changé de configuration. C'est pour montrer que vous n'avez pas en fait laissé Simulink choisir, mais c'est vous qui avez choisi. OK? Si par exemple ici vous prenez ce gain-là, ça veut dire que ce gain va respecter le temps d'échantillonnage que vous avez choisi. La même chose ici, OK? Il sera respecté. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire, hein, d'accord? Alors pour reprendre, donc mon, heu, ma mon introduction, donc la fois dernière, on voulait faire, donc la simulation, donc c'était arrêté ici. Donc je peux voilà, donc ici je peux, voilà, je peux par exemple ici, voilà, bon à la limite, hein, c'est pas OK. Je vais prendre cet exemple-là. Ah non, je vais attendre. Bon, donc je vais oublier un peu ça, hein, d'accord? Je laisse tranquille de côté. Alors, le but c'était de visualiser donc une sinusoïde et son intégrale. Donc, voici la sinusoïde. OK. Je prends par exemple ici le temps d'échantillon, l'amplitude c'est, on va dire, 220, d'accord? Le bias, le décalage vers le haut, vers le bas, c'est égal à 0. C'est-à-dire que c'est une sinusoïde centrée sur le 0. La frequency, c'est oméga, puisqu'ici l'unité, c'est radian par seconde. Donc, je vais donner par exemple 100 fois pi. 100 pi, c'est 50 Hz, hein. Donc, c'est 2 fois 50 fois pi. C'est-à-dire
oméga égale 2πf. Oméga égale 2πf. Et phase, c'est le déphasage initial. Par exemple, c'est pi sur 6. Pi divisé par 6. Pi sur 6. Sample time, je vais mettre 0 pour l'instant. Donc, voici ma sinusoïde. Je voudrais visualiser la sinusoïde avec son intégrale. Donc là, on a vu la fois dernière, donc soit on l'avait directement, je pense qu'on s'était arrêté ici, hein. Donc là, je vais utiliser le scope. Donc dans le scope, je vais mettre ici parameters. Le nombre d'axes, je vais spécifier deux axes. Et donc j'aurai deux entrées. Par exemple, ici, je vais agrandir un peu pour voir. Bon. Donc, j'ai besoin de connaître, de visualiser aussi son intégrale. OK. Donc ici, je visualise directement la fonction et je vais visualiser son intégrale. Donc, je vais donner son intégrale. La sortie de l'intégrale, ça sera le signal d'en bas, okay, avec une sinusoïde d'amplitude 220, etc. Donc, avec toutes les valeurs, j'effectue la simulation. Donc, le résultat, c'est que si j'appuie sur échelle, mise à l'échelle, donc je vais avoir la sinusoïde avec un décalage de pi sur 6 et son intégrale en bas. Si maintenant je change de sample time, donc je mets par exemple 1, 10 puissance moins 4, j'effectue la simulation. Donc je vais avoir en fait un résultat qui est beaucoup plus s'approche de la sinusoïde. Si je fais select x sur l'axe des x, par exemple, intervalle, bon, ici vous avez la sinusoïde d'origine et en bas vous avez son intégrale. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour visualiser, en fait, voilà, donc c'est-à-dire visualiser les deux signaux sur le même, en utilisant le même bloc scope. Si maintenant on veut utiliser sur la même, avec deux courbes différentes, en fait, si on veut utiliser la même courbe, mais avec deux graphes qui sont superposés, donc nous devons utiliser donc, donc, le répertoire signal routing avec donc un multiplexeur MUX qui va être ajouté à cet exemple-là. Donc nous avons ici un multiplexeur. Donc dans ce multiplexeur, donc je vais donc, utiliser une. Donc là, dans le multiplexeur, j'ai deux signaux à visualiser. Donc là, vous avez deux signaux. Si on a 3, ben, on va mettre la valeur 3. On va avoir 2. Mais comme ici, j'ai la fonction et son intégrale, j'ai besoin seulement de deux entrées. Okay, la première entrée, c'est la fonction sinusoïdale. Et la deuxième entrée, c'est le résultat par rapport à l'intégrale de cette fonction sinusoïdale. Et donc, au niveau du scope, à la limite, j'ai besoin que d'un seul jeu d'axes, hein. Donc là, je mets un seul jeu d'axes, hein, et je prépare donc la sortie de ce démultiplexeur va nous permettre de visualiser en fait le signal concret. Donc je refais ma simulation et donc là j'aurai en fait voilà. Donc ici j'aurai en fait un signal, deux signaux avec deux couleurs différentes, d'accord? Donc un zoom sur voilà ici. Apparemment l'intégrale, elle n'est pas très très inspirée, hein. Ici la valeur A, un thème sinus, non, sinus. Avec, il n'y a pas de condition initiale. Bon, par exemple, ici, c'est pas moins 100, par exemple. C'est la condition initiale, hein, on va voir. Est-ce que ça change? Non, puisque là, il faut voir pourquoi ça ne change pas. L'intégrale. Alors, l'échelle n'est pas même.
l'échelle n'est pas la même. Donc là, vous avez par exemple 100. Il ne faut pas oublier que l'intégrale, c'est 1 sur oméga. OK? Et donc, c'est à peu près 1 sur 300. Donc, la valeur, elle a été divisée par 300. Si par exemple, je visualise une fonction qui a par exemple 10 Hertz, donc 10 Hertz, bien 5 Hertz, ça me fait donc 5 Hertz, ça me fait donc 2 fois 5, 2 fois 5 fois pi. OK, je refais. Donc là, effectivement, bon, voilà, donc l'intervalle, là, 5, ça va jusqu'à 0,2, c'est pas suffisant. Donc, vous voyez, donc ici, par exemple, je fais 0,5. Donc là, nous avons le signal de jaune, c'est le signal sinusoïdal, et en magenta ici, c'est sur l'intégrale. Il ne faut pas oublier que l'intégrale, c'est 1 sur oméga, d'accord? Donc ça a été divisé par, l'amplitude a été divisée par 10, tout simplement. Bon, comme ici, voilà, c'est une analyse qu'il faut faire cette analyse. Mais c'est clair que c'est une intégrale. Bien. Alors maintenant, s'il n'y a pas de questions, donc là, on a fait juste la partie concernant donc voilà, comment les connexions à réaliser, comment exploiter, donc ça on l'a fait. D'habitude je ne le fais pas, mais comme ici il y a un MATLAB qui est donc, comme MATLAB ici comme MATLAB ici enfin, il marche, il ne bloque pas, OK. Donc j'ai pu faire quelques démonstrations directement, bon c'est aussi intéressant, mais pour les étudiants, hein, d'accord? Mais n'empêche que, je suis obligé d'aller un peu vers la suite concerne, donc là, c'est juste pour, voilà. Le signal, c'est à peu près ça, bon, avec les valeurs et tout. Donc là, vous avez compris que les valeurs sont importantes pour pouvoir analyser un résultat. Alors, toujours dans les mêmes exemples, toujours dans les mêmes exemples, là, on vous parle des configurations, l'option configuration paramètres. On en a déjà parlé. Donc ça se situe au niveau de simulation. Donc, configurer en fait les paramètres de simulation, on en a déjà parlé. Donc, tout à fait au niveau de, donc par défaut, la fenêtre qui va s'ouvrir en premier lieu, il y a d'autres options qui dépassent un utilisateur courant, hein. C'est fait peut-être vraiment pour les développeurs ou bien les programmeurs, hein, d'accord? Bien les gens qui maîtrisent ou bien qui veulent avoir une maîtrise complète du fonctionnement de Simulink, mais disons qu'en général, donc là, vous avez le start time, bien sûr, c'est 0. Supposez que votre processus, suppose, vous allez l'étudier à partir de la référence temporelle t égale 0 et que ça se termine à t égale 0,5, par exemple. D'accord? Et cet intervalle-là, le stop time ici, c'est ce qu'on appelle stop time moins start time, c'est égal à simulation time, ça veut dire le temps de simulation. Ensuite, en ce qui concerne l'algorithme mathématique de résolution des équations qui sont, qui sont impliquées dans la modélisation de votre système, il y a deux façons de résoudre numériquement du moins, une équation différentielle. Soit donc on va découper l'intervalle de simulation time à l'aide d'intervalles de largeur fixe, ou bien je choisis l'option par défaut qui est donc d'utiliser des parts variables. Alors, si la fonction est très rapide, c'est clair que bon, MATLAB va reconnaître un peu, hein. Il y a des tests qui sont une fonction qui est très rapide, OK, mais ensuite, il y a des processus qui sont longs, OK. Donc, au niveau des variations qui sont rapides, MATLAB va prendre des intervalles de temps assez petits, OK, pour avoir une bonne précision c'est-à-dire que dans chaque point, il y a une résolution de l'équation différentielle, OK, et ces points-là sont plutôt rapprochés, OK. Lorsque j'avance dans la simulation,
les points que si MATLAB se rend un petit peu plus espacés. Pourquoi? Parce que la variation de la fonction à résoudre sont très lentes, sont beaucoup plus lentes, et donc il n'est pas nécessaire de faire plusieurs résolutions, ceci dans le but d'augmenter la vitesse. Donc ici, voilà, la vitesse de résolution, elle est très rapide, OK, elle est très rapide. Par contre, ici, la vitesse sera un peu ralentie. Ça, c'est ce qu'on appelle variable step size, pas variable. Ça, c'est la résolution avec un pas variable. Par contre, pardon, avec un pas variable. Maintenant, on peut décider si le son peut-être va vous gêner. Il y a ce qu'on appelle le pas fixe. En anglais, c'est fixed step, OK, voilà, et cetera. Donc le fixed step, c'est le pas fixe, OK. Ça suppose que quel que soit t entre 0 et le temps de simulation, le pas de résolution est égal à pratiquement autant d'échantillonnage, et donc la résolution, donc là, on peut choisir fixed step, et donc vous fixez voilà, donc vous fixez le temps voilà, le temps d'échantillonnage. Ici, la précision sera, si le temps d'échantillonnage est très petit, la précision sera très grande, c'est-à-dire que la fonction sera bien représentée. L'inconvénient, c'est que les résultats avec une bonne précision et avec un délai, un temps d'exécution qui sont raisonnables. D'accord? Il y a ici à la dernière fenêtre, il y a ici, c'est ce qu'on appelle ici, attends, là je n'ai pas, ça c'est mid, c'est peut-être par défaut, mais là, data import export, il y a donc juste la fenêtre, la rubrique juste en dessous, il y a refine output, c'est-à-dire améliorer la qualité des résultats en ce qui concerne les tracés, d'accord, avec un facteur qui varie de 1 jusqu'à 100, jusqu'à 1000. Donc plus, voilà, plus ce paramètre augmente et plus les courbes seront, enfin, le rendu des résultats sera amélioré. Les variables ici pour l'exportation donc des vecteurs, des résultats, donc dans Save to MATLAB, par exemple, si on utilise Save to Workspace, comme ici, on peut le voir ici. Ça, c'est le signal, plutôt ici, on va faire signal routing. Voilà, ça, c'est pas ça. Source. Donc là, c'est à partir de MATLAB. OK, voilà. Il faut chercher commonly used blocks pour la sorte. Donc là, par exemple, c'est la conversion. Là, c'est pour définir une constante parce que là, c'est pour les trucs qui sont logiques. Fonction de saturation, créer un sous-système. euh, c'est pour euh, Six, c'est pour le traitement des résultats. Donc, soit, c'est plutôt ça que je cherche. Donc, soit le scope, etc. Ou bien, c'est to workspace. C'est-à-dire que le résultat, en fait, ne sera pas affiché, mais il sera envoyé directement sur l'environnement MATLAB. Donc, vous allez dans MATLAB et vous récupérez votre résultat sous forme de vecteur. Parce qu'en fait, tout est numérique et donc tout est vecteur, hein, vecteur et matrice. OK. Alors, par défaut ici, le vecteur temps, ah, d'accord, entre 0 et 0,5 secondes,
il va s'appeler T-out. Et là, vous avez mis to workspace. Donc là, si on utilise par exemple ce bloc ici, par exemple ce résultat, il est là. Je voudrais en même temps exporter, je voudrais en même temps exporter ça sous MATLAB. Donc voilà, je visualise, je exporte. Donc si je clique deux fois, donc là, la variable, ça s'appelle sim-out. Vous pouvez changer sim-out ou bien y-out. Enfin, là, il faut voir, hein, il faut faire les deux. Ça, c'est le résultat. Pas trop chargé. Voilà. Donc là, bon, ensuite on avait parlé de l'algorithme de résolution. Donc là, par défaut, c'est ODE 45, Domain Prince. Mais sinon, il y a d'autres qui sont adaptés, chacun adapté à un type de problème donné, parce que chaque type de problème donné va engendrer en fait des vecteurs ou bien plus généralement des matrices. Ces matrices sont plus ou moins bien construites, c'est-à-dire avec plus ou moins de zéros à l'intérieur. Et on appelle ça en mathématiques le conditionnement d'une matrice. Donc, si la matrice est bien conditionnée, c'est-à-dire un déterminant qui n'est pas vraiment proche de zéro, voilà, donc c'est une matrice qui est plus ou moins valable. Et donc, un algorithme de résolution du type ODE 45 dans notre Brains, c'est suffisant pour pouvoir vous donner des résultats qui sont plus ou moins précis, avec une certaine précision. Maintenant, si vous êtes en train de résoudre un phénomène très rapide, où vous n'avez pas beaucoup d'éléments, etc., le modèle n'est pas vraiment fiable, il vaut mieux, pour pouvoir avoir des résultats qui sont numériques, utiliser le ODE 23 ou bien voilà, ou bien l'un des deux, enfin l'un des autres, comme ici, Steve, c'est la rigidité, donc matrice, rigidité de la matrice, etc. Donc là, ça demande un travail au début pour pouvoir opérer un choix. Ou bien vous faites plusieurs fois, plusieurs expérimentations et choisir le meilleur résultat possible. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que je dois avancer un peu dans le cours. Donc, l'intervalle de simulation, bon, on a déjà expliqué. Voilà, pour zoomer, donc on a l'information en fait, hein. Alors, l'utilisation par défaut, c'est toujours généralement, c'est toujours le choix variable step. Et je vous ai expliqué, si la fonction résultat, elle a des réponses qui sont très rapides, donc selon la forme de l'équation différentielle ou bien la forme des résultats qui sont apparemment qui apparaissent, MATLAB va raccourcir donc l'intervalle d'échantillonnage pour pouvoir effectuer un maximum de simulations dans cet intervalle. Si maintenant la réponse est telle que les résultats, par exemple la simulation dans l'intervalle numéro 51, c'est presque la même chose que le résultat de simulation à l'intervalle 50. 52, 53, à peu près la même chose. Donc Simulink va détecter que cette fonction, en fait, elle a une variation très, très lente et donc il va augmenter, en fait, le temps d'échantillonnage. OK? Non, non, régime transitoire, régime réel. C'est la solution dynamique, c'est la solution non, non, ça dépend des phénomènes, hein. Là, je suis en train de parler en général. En régime permanent, par exemple, oui. En régime permanent, les variations ne sont pas très rapides. Et c'est un cas particulier, hein, qu'il y a des fonctions qui sont rapides, lentes, ما تعرفش. Je donne pas un cas, je suis en train de parler en général, hein. Si par exemple la vitesse à la fin, voilà, elle s'arrête, bon, elle converge, donc c'est clair que les évolutions sont très, très lentes. Mais peut-être non, parce que des fois elles convergent, ensuite, la vitesse, augmente brusquement, ما تعرفش, d'accord? Moi, je vous parle en général. Alors pour le fixed step, on a bien compris que je viens d'expliquer, donc le temps d'échantillonnage, il a été fixé, par vous-même. Donc si le temps d'échantillonnage, il est fixe, quel que soit t,
S'il est trop petit, vous allez avoir un max de précision, OK, mais avec un temps d'exécution très lent. Si vous prenez un fixed step très large, ça va donc un peu ça va toucher la 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 précision et au donc ça sera au détriment de la précision, en fait, hein. Ouais. Oui, pardon, juste donc je disais, voilà, donc là, c'est donc par rapport à donc au choix. Bon, je pense que c'est donc là, c'est expliqué, donc vous avez plus de précision avec la lenteur. Fixed step, c'est rapide direct, mais attention, ça dépend donc du choix du pas déjà. Donc là, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement la rapidité, hein, ça dépend, voilà, parce que vous faites un calcul directement. La précision dépend des variations du signal, comme on vient de le voir ici. Si vous faites un mauvais choix du pas de calcul, vous risquez de rater quelques points en ce qui concerne le résultat final. Alors, je vais aboutir, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais je suis obligé d'avancer moi dans le cours. Bon. Alors ici, nous allons emprunter, nous sommes pratiquement 7 étudiants. Ici, par exemple, comment résoudre, procéder et une méthode. Par exemple, un exemple d'application, on va voir pour l'équation un exemple d'application de résolution, donc une équation analytique à l'aide du logiciel, donc en utilisant l'interface de simulation qui est donc Simulink. Nous allons prendre deux types d'exemples. Nous allons procéder à la résolution d'une équation du premier degré et ensuite l'équation du second degré. Donc, une fois qu'on a compris un peu la méthode, on va l'étendre au cas de la fonction d'une équation différentielle du deuxième degré. Alors, par exemple, soit l'équation différentielle ou la fonction recherchée y, en fait, hein, c'est y de t, donc ici c'est y de t, dy sur dt moins 5 fois 1 moins y égale 0. Alors, soit à résoudre l'équation différentielle suivante, dy sur dt moins 5 fois moins 1 moins y égale 0. Avec la condition initiale, y de t pour t égale 0 égale 0. Si vous faites une résolution à la main, donc la solution, c'est y de t égale 1 moins exponentielle moins 5. OK? Donc avec c'est la solution analytique de cette équation différentielle du premier ordre. Alors, ici, la méthode, comment il faut faire? Il faut tout simplement réécrire l'équation de cette façon. C'est-à-dire, il faut isoler le terme le plus, bon là, j'ai pas le PDF, mais il faut isoler ici le terme de donc d'ordre le plus élevé. Par exemple, ici, nous avons ici, par exemple, voilà, l'ordre le plus élevé, c'est l'ordre 1. Donc là, on va écrire dy sur dt, sur dt égale, donc je le mets là sur la gauche, OK, 5 fois 1 moins y égale 5 fois égale quoi? 5. Donc l'ordre le plus élevé, en fait, c'est le premier ordre. Ici, c'est dy sur dt. Donc ça, c'est une méthode, c'est une astuce pour pouvoir établir assez rapidement le modèle sous Simulink, par exemple. Alors, dy sur l'ordre, en fait, hein. Donc ici, je vais supposer comme étant pour, voilà, point, 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 point de départ. OK?
C'est le point de départ. Comment cela? On suppose que dans le modèle que je suis en train de résoudre, donc là, par exemple, vous avez 7. Je vais faire un petit zoom ici. Normalement, ça ne devait pas apparaître. Je ne sais pas si je peux le faire. Voilà, très bien. Donc là, ah oui. Donc en fait, voici mon point de départ, hein. C'est d du terme dy sur dt, j'aurai à la sortie la fonction y, c'est logique. Intégrale, d'accord. Donc ici, je pourrais trouver y à partir de dy. Donc je vais remonter réécrite. Donc il s'agit de l'utiliser comme point de départ. Et donc, si le point de départ qui est dy sur dt est suivi d'une intégrale, c'est sûr que je vais obtenir la fonction y. D'accord. Maintenant, la fonction y en elle-même, d'après l'exemple que je prends, j'aurais besoin de faire la parenthèse, en fait. Donc là, je réfléchis un peu, j'aurais besoin de faire une parenthèse. Cette parenthèse s'écrit 1 moins y. Donc, quelque part, il y a un sommateur. Un sommateur. Un sommateur entre quoi et quoi? Pour pouvoir effectuer, pour implémenter cette parenthèse sous forme de bloc, donc je vais ramener ici y, ici au niveau du sommateur, avec le signe moins, auquel je vais ramener une constante à partir de source ici. Source, vous avez une constante. OK. Cette constante, elle sera égale à 1. Et donc, elle sera suivie au niveau du sommateur. Donc, elle va correspondre aussi plus. Ça veut dire qu'ici, à la sortie, en fait, j'aurai y, plutôt 1 moins y, que j'ai calculé après. OK. Avant, plutôt. Donc, c'est 1 moins y. OK. Alors, si maintenant j'ai 1 moins y, en fait, pour trouver le dy sur dt, il faut multiplier le résultat par 1 sur 5, plutôt par 5, pour pouvoir trouver le dy sur dt. Parce qu'en fait, dy sur dt, c'est 5 fois 1 moins y. D'accord? Ça veut dire que ici, si je fais dy sur dt, donc je vais avoir 1 sur 5 dy sur dt. Donc, si je multiplie 1 sur 5 dy sur dt par 5, je vais retrouver le dy sur dt. Alors ici, ça suppose que je remarque ici, la boucle est bouclée. D'accord? Ici, donc, il y a le modèle, il est cohérent, il est homogène. Donc, je peux procéder à la résolution de cette équation. Alors là, je vais ici, donc je répète. Donc, le point de départ, ماشي c'était où? كيفاش عرف بلي اوموجا كيفاش؟ كيفاش عرفنا بلي اوموجا ماشي Parce qu'il n'y a pas de discontinuité. C'est comme pour un circuit électrique. Il n'y a pas de fil qui traîne. Il n'y a pas comme une connexion qui. Voilà. هذه هي لا بوكل فيرمي Oui, 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 la boucle est fermée. داكور ماشي C'est-à-dire qu'on n'a pas ça, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de point qui reste sans connexion. D'accord? Tous les traits sont connectés. Vous voyez, ici, si je reviens ici, tous les traits sont connectés. Alors, tous les traits sont connectés, non? Oui. On cache un trait qui va en l'air, donc il n'y a pas d'erreur. A وي priori, ماشي il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc ici, vous avez donc le point de départ ici, je l'ai montré, c'était y sur dt, c'était le point de départ. Parce que pour trouver y, il faut partir par sa dérivée. Donc il faut partir à partir de la dérivée. Comme point, il faut prendre donc la dérivée comme étant le point de départ initial. OK. Ensuite, si trouver la fonction y. Donc, si je fais donc
la parenthèse, si je programme la parenthèse 1 moins y, donc je viens d'expliquer, donc c'est 1, voilà, donc c'est 1 sur 5 dy sur dt. Ça, c'est le signal qui vaut ici, hein, qui agit ici. Vous trouvez réellement dy sur dt, il faut multiplier donc 1 sur 5, parce que là, on le voit ici, pas le prendre. Maintenant, vous pouvez écrire que 1 moins y, c'est 1 sur 5 dy sur dt, n'est-ce pas? On le voit ici. Maintenant, pour avoir dy sur dt, je multiplie 1 sur 5 dy sur dt par 5. Donc, je vais avoir dy sur dt égale 5 fois moins y. Ça veut dire que j'ai respecté l'équation différentielle. Donc ici, si je multiplie 1 sur 5 dy sur dt par 5, je vais retrouver le point de départ. C'est-à-dire, en fait, j'ai fermé le... Voilà, je suis parti d'un point et je suis retombé sur le même point. Ça veut dire que le modèle, il est complet. Maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est en fait, de chercher la solution qui est y de t. Il ne faut pas oublier que, attendez, peut-être, c'est ça la fonction. Là, la fonction à résoudre, c'est y de t. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est y de t. Et donc, voilà, donc je vais prendre un scope que je vais relier directement au point où se trouve y de t. Et ensuite, je lance la simulation. Une fois que vous lancez la simulation, par exemple, entre 0 et 2 secondes, là, 1,5 secondes, donc je vais laisser, donc je vais voir la solution y en fonction du temps t. D'accord? Donc ça, c'est la méthode que je résume rapidement. Euh, donc je vais résumer donc assez rapidement. Donc il faut partir du point d'ordre le plus élevé. Pardon, ici. Donc je vais ici. Donc prendre donc un point d'ordre le plus élevé. Ensuite, isoler le terme d'ordre le plus élevé. OK. Ensuite, construire le reste des termes selon la fonction qui a été programmée. Et ensuite, voilà, donc il faut fermer, il faut donc faire tout le cheminement jusqu'à ce qu'on retombe sur le point de départ. C'est-à-dire que ici, par exemple, ce point-là, c'est un point de départ, et donc ça sera aussi le point d'arrivée, tout en respectant l'expression de l'équation différentielle que nous devons résoudre. Donc là, effectivement, hein, si vous tracez 1 moins exponentielle moins 5y, on trouve une courbe de ce genre. Ok. Mais là c'est comme si on avait fait la résolution directement à l'aide de l'interface simulée. Je vais quand même, si nous avons quelques minutes, je vais prendre peut-être 5 minutes, parce qu'il est déjà 18h30. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok. Alors, ici, je donne donc par exemple, je voudrais visualiser le fonctionnement d'un pendule de masse M et de rayon R. Donc, je voudrais un petit peu simuler les oscillations d'un pendule qui a une masse M, par exemple de 1 kg, et un rayon de R, par exemple de 50 centimètres. Donc, je voudrais simuler donc disons, les oscillations, fonctionnement au cours du temps, sur une certaine durée raisonnable, de ce pendule de masse M. Alors, si je reprends rapidement mes cours de dynamique, mécanique, etc., l'équation différentielle qui va gérer, qui va résoudre, qui va donc représenter, eh bien, modéliser en fait le fonctionnement d'un pendule, elle se met sous cette forme-là, où A, c'est la déviation, c'est-à-dire que là, c'est l'angle par rapport auquel je vais repérer la masse du pendule M par rapport à un point d'origine qui correspond, par exemple, à A égale 0. C'est-à-dire ici, chez nous, c'est la verticale. Alors, donc, soit A, cet angle-là, donc A point, c'est la vitesse angulaire, et A seconde, c'est l'accélération angulaire, c'est-à-dire d2A sur dt2. Alors, l'équation différentielle se met sous cette forme-là, où M, c'est la masse du pendule, R,
c'est le rayon, c'est la longueur plutôt du pendule, OK? B, c'est un coefficient de frottement, donc c'est une constante qui va représenter en fait le coefficient de frottement. Ce coefficient de frottement, c'est pour mesurer un peu c'est pour tenir compte un peu des frottements qui sont proportionnels à la vitesse.